Bonjour à tous. Il est 13h à Abidjan. Maintenant, les titres de votre édition. Les cautions des loyers désormais réduites à 2 mois en Côte d'Ivoire. Le gouvernement met de l'ordre dans le secteur. Décision prise hier en Conseil des ministres. Le Conseil qui avait sur sa table plusieurs autres dossiers pour lutter contre la vie chère. Retour de 319 Ivoiriens réfugiés au Libéria. Ils ont regagné tout le bleu mardi. C'est un rapatriement volontaire qui intervient quelques jours après une mission gouvernementale ce soir rendue au Libéria. Célébration du 14 juillet en France demain. Donald Trump est à Paris en ce moment même pour une visite de 24 heures. Le président américain aura une réunion de travail avec le président français Emmanuel Macron pour préparer l'événement. On ouvre avec les images de cette audience que le président a accordée à l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire en fin de mission. Il est venu faire le point de ses activités durant les 4 ans qu'il a passés dans le pays. Autre audience, fin de mission également pour l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire. La diplomate nigériane, comme de tradition, est venue faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Ce soir, le compte-rendu complet de Awa Touré. Des mesures ont été prises hier au cours du Conseil des ministres pour lutter contre la vie chère. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que désormais, pour les habitations, il faut 2 mois de caution et 2 mois d'avance en Côte d'Ivoire. La synthèse de la réunion avec Jérôme Kofi à Bolin. Fini les cautions exorbitantes exigées aux locataires. Le gouvernement demande aux propriétaires de maisons de les limiter désormais à 2 mois maximum. Décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi au Palais présidentiel. Ce projet de loi vise à réformer la législation en vigueur en matière de baux à usage d'habitation, afin d'adapter cette législation aux réalités nouvelles que connaît notre pays, réalités qui sont la faiblesse de l'offre de logements à usage d'habitation et contraintes fortes d'accès au logement par un grand nombre de nos concitoyens. Ce dispositif a pour objectif de réguler au mieux les rapports entre le bailleur et le locataire, d'encadrer durablement les montants des loyers et de simplifier et de sécuriser la location et surtout de rééquilibrer les coûts de location des logements. Ainsi, ce projet de loi encadre désormais strictement le paiement de loyers d'avance ainsi que la garantie locative, ce qui s'appelle communément la caution, désormais limitée à 2 mois au maximum du loyer. La garantie locative doit être remboursée au locataire dans un délai de 1 mois après la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, le loyer non réglé ou éventuellement des travaux à effectuer. En cas d'insuffisance du dépôt de garantie, pour compenser les frais de réparation et les dépenses effectuées par le bailleur, celui-ci peut engager une action en responsabilité contre le locataire. Le Conseil a aussi pris des mesures relatives au plafonnement des prix et des marges de certains produits et services. Il s'agit des mesures visant à faire face à la vie chère, qui reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Le présent décret, après avis de la Commission de la concurrence, fixe les modalités d'application de la mesure de réglementation des prix prévue par l'ordonnance 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence. Il établit et plafonne sur une période de 6 mois les prix et les marges du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile de table et du ciment. Ce plafonnement s'applique aussi bien au niveau de la production, donc sortie usine, qu'au niveau de la distribution des produits concernés. Par ailleurs, la Journée nationale du prix d'excellence, édition 2017, évoquée également au cours de ce conseil. La cérémonie va se dérouler le 4 août prochain, à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec à la clé 78 prix en jeu. Ce prix national consacre l'engagement du gouvernement de promouvoir une société d'excellence en accord avec la vision d'une Côte d'Ivoire émergente du président de la République.
Ainsi, pour l'édition 2017 de cette journée d'excellence, au total, ce sont 18 prix qui seront mis en compétition, dont 75 seront effectivement décernés cette année. 3 prix, à savoir le prix d'excellence des armées, le prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale et le prix du meilleur aménageur foncier ne seront pas décernés cette année. À l'issue du processus de sélection mené, chaque lauréat classé premier recevra des mains du président de la République un trophée, un diplôme, ainsi qu'un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. Le Conseil, avant de refermer ses portes, s'est félicité des performances réalisées cette année encore par l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. L'établissement s'est illustré de la plus belle des manières avec l'admission de 5 de ses étudiants, tous des Ivoiriens, au concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Et après le conseil d'hier, le vice-président a reçu une délégation du bureau indépendant du FMI, Fonds monétaire international. Bien avant cette délégation, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur adjoint du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique. Le compte-rendu de Mahama Traoré et de Jérôme Kofi Aboulay. Que pensent l'État et le secteur privé des interventions du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire? C'est pour répondre à cette question qu'une délégation du Bureau indépendant d'évaluation du FMI est en mission à Abidjan. Elle est allée rendre compte de cette mission ce mercredi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Nos rencontres ont été fructueuses à Abidjan. Nous entreprenons cette évaluation en vue d'améliorer les interventions du Fonds monétaire international pour le futur. Autre acteur économique de premier plan, reçu par le vice-président, le directeur adjoint du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Faisant partie des 9 pays africains membres de ce centre, la Côte d'Ivoire fait office de bon élève, selon Federico Bonaglia. Dans ces groupes de 9 pays, la Côte d'Ivoire joue un rôle très important parce que c'est le vice-président de notre comité directeur. Et le vice-président, son Excellence, M. Duncan, nous a fait l'honneur déjà d'une visite pour discuter les résultats de l'étude multidimensionnelle que nous avons préparée ensemble avec les autorités ivoiriennes et qui a identifié un certain nombre de réformes, 83 réformes, sur lesquelles le gouvernement s'est engagé avec une mise en œuvre et dans lesquelles l'OCDE est en train d'appuyer d'une façon technique les équipes de la présidence et les différents ministères pour faire un monitorage de la mise en œuvre, l'implémentation de ces réformes. Ces réformes économiques ont permis le choix de la Côte d'Ivoire dans le groupe des 5 pays africains devant bénéficier du programme Compact with Africa, initié récemment par le G20. C'est pour partager cette expérience réussie que le directeur adjoint du Centre de développement de l'OCDE a invité la Côte d'Ivoire à participer au prochain Forum international sur l'Afrique. Forum qui se tiendra le 4 octobre prochain à Paris. Comme annoncé en deuxième titre, 319 Ivoiriens réfugiés au Libéria ont regagné la Côte d'Ivoire mardi. Ils ont été accueillis à tout le pleu par les autorités administratives et les élus. C'est un rapatriement volontaire organisé par le HCR et ses partenaires. Il intervient quelques jours après qu'une mission gouvernementale se soit rendue au Libéria dans les différents camps de réfugiés ivoiriens pour leur demander de rentrer au pays. Le point avec notre correspondante Eve Boué. Camp de transit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de Tout-le-Pleu, ce 11 juillet 2017, il est 12 heures passées. Ces nombreux bagages indiquent qu'un important convoi de rapatriement est imminent. 3 heures plus tard, au poste frontalier de Pékan-Webli Barrage, la délégation ivoirienne conduite par le préfet de Tout-le-Pleu passe la frontière. 319 Ivoiriens rentrent volontairement dans leur pays après plusieurs années d'exil au Libéria. Un rapatriement volontaire organisé par le gouvernement, le HCR et ses partenaires. Échange de civilité entre autorités ivoiriennes et autorités libériennes. Pendant ce temps, dans un des 8 camions stationnés, nous recueillons les premières impressions des désormais ex-réfugiés. Quand je partais, j'étais élève. Bon. Ce qui peut me faire du bien, si je repars à l'école là, c'est bon. Ma paix est revenue, les
va s'asseoir pour construire nos pays. C'est donc le retour au Bécaye. Nous retrouvons le camp des transitants qui connaît son animation des grands jours. Il est 16 heures passées. Des mots de bienvenue des élus et des autorités, des consignes d'usage données par le Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, surtout en ce qui concerne les documents administratifs. Pour les questions liées à la réinsertion, l'espoir est permis. Ils ont posé pour la plupart des problèmes de sécurité, des problèmes de conflits fonciers. Nous avons les mécanismes, nous avons les procédures pour les régler. Donc je peux les rassurer que les diverses préoccupations qu'ils ont trouveront des solutions sans aucun problème. Tous nous allons nous organiser pour que tous ces parents-là vraiment puissent avoir ce qu'il faut pour que nous puissions vivre en toute convivialité. Et pour les aider à démarrer cette nouvelle vie, des mesures d'accompagnement sont prévues. Il y aura une petite dotation, on va dire financière, une assistance en vivres qui est faite par notre partenaire, le Programme alimentaire mondial, le PAM, une dotation de 3 mois de vivres. La nuit tombe sur le camp de transit de Toulepleu. Les ex-réfugiés, après une bonne restauration, continuent de remplir les formalités d'usage. Il est 23 heures. Ils passeront une seule nuit ici avant d'être conduits vers leur destination finale. Notons que ce rapatriement volontaire intervient quelques jours après qu'une délégation gouvernementale se soit rendue au Libéria pour informer et sensibiliser les Ivoiriens à retourner dans leur pays. Au niveau du transport aérien, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët a reçu mardi la certification d'aérodrome de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et c'est pour 3 ans. Les détails avec Francis Boifo. 2 ans après la certification américaine TSA qui autorise des vols directs vers les États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny vient d'obtenir la certification OACI. C'est une exigence pour l'Organisation de l'aviation civile internationale. À la différence de l'agrément TSA, abusivement appelé certification américaine, qui porte exclusivement sur la sûreté dans les aéroports, la certification OACI porte sur l'environnement, la sécurité et la sûreté, tant du point de vue des infrastructures que du fonctionnement. Ces défis, Aéria a su les relever. Le directeur général d'Aéria ajoute que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est le premier aéroport africain certifié neutre en carbone en termes de bilan de CO2 et 30e au monde. C'est l'image et le sérieux de la Côte d'Ivoire dans l'application des standards internationaux, et ça c'est une valeur chère au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour les experts en aviation, la certification OACI va favoriser l'installation de nouvelles compagnies. L'exemple du Togo, certifié en 2014. J'avais à peine 7 compagnies, aujourd'hui on a 12 compagnies. Il y a d'autres compagnies qui vont arriver. Augmenter le trafic aérien, c'est le souhait du gouvernement qui veut faire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan un hub régional en 2020. Des négociations sont en cours pour attirer plusieurs compagnies internationales assurant des vols directs. Les efforts déployés par la NAC ont permis en 2015 l'obtention de la certification américaine TSA, autorisant les vols directs sur les États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan. À ce sujet, il est important de souligner que des discussions bien avancées sont en cours avec des compagnies aériennes pour assurer cette desserte. Les nombreux projets réalisés sur la plateforme aéroportuaire ces 3 dernières années ont permis d'augmenter le trafic. d'1 700 000 passagers en 2015, on est passé à environ 1 850 000 passagers en 2016. La Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, partenaires pour le développement de l'Afrique. Les 2 institutions veulent financer ensemble les projets de développement dans les domaines de l'agriculture, des énergies renouvelables et des PME. Justine Sey-Djiké pour plus de détails. Une rencontre riche de retombées positives pour les pays membres de la Banque africaine de développement BAD et de la Banque islamique de développement BID. Le président de la BID, Dr Bandar Adjar, et Dr Akinwumi Adesina, président de la BAD,
ont échangé en présence de leurs collaborateurs respectifs sur les perspectives des deux institutions en matière de développement. On retient de cette rencontre que la BAD veut établir un partenariat solide avec la BID. La BID étant l'un des principaux contributeurs de cofinancement de la BAD. Les deux institutions ont cofinancé des projets évalués à plus de 2,5 milliards de dollars américains pour la période 2002-2016. Le président de la BAD, dans son adresse, évoque la bonne coopération entre la BAD et la BID. Il convient donc pour lui d'établir un partenariat plus solide en vue d'accélérer le développement des 27 pays africains confrontés à d'énormes difficultés. La BAD se dit disposée à représenter la BID dans les pays où elle ne l'est pas. Même son de cloche chez le président de la BID qui souhaite que le partenariat porte sur le financement de l'agriculture, des énergies renouvelables et des PME. Selon lui, l'institution doit s'engager dans la décentralisation pour être plus proche de ses clients et dans la restructuration en vue d'alléger les procédures de décaissement. Il entend étendre le partenariat aux ONG et aux centres de recherche. Au nombre des projets envisagés ensemble, le Fonds de financement islamique pour l'Afrique d'un montant de 6 millions de dollars américains, dont une contribution de la BID de 2 millions de dollars américains. Fonds consacré au financement des assistances techniques, des services de conseil, des projets de renforcement des capacités pour les entités du secteur public et privé en Afrique. Aussi, le fonds de 100 millions de dollars pour le financement des PME et autres entrepreneurs avec en ligne de mire les jeunes et les femmes. Les deux parties souhaitent un nouveau protocole d'accord après l'expiration de celui de 2010. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de la première visite du président de la BID en Afrique subsaharienne. Bientôt des textes pour réguler les relations entre l'État et le privé, parce qu'en fait, jusque-là, il n'existe pas de texte réglementaire, une insuffisance que la direction des marchés publics veut corriger. La question est au centre d'une rencontre entre acteurs. Mahama Traoré. Optimiser le système de passation des marchés publics, voilà qui motive la dynamique de réforme engagée par le gouvernement ces dernières années. Après l'adoption en 2014 d'un nouveau code des marchés publics, la dématérialisation récente des procédures de passation capte désormais sur la transposition des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, au niveau local. Directives portant notamment sur la délégation de services publics et la maîtrise d'ouvrages délégués. La délégation de services publics, c'est confier la gestion d'un service public à un opérateur privé qui agit pour le compte de l'État. La maîtrise d'ouvrage déléguée, il s'agit de réglementer la contractualisation entre les services de l'État. Même si ces deux mécanismes sont déjà utilisés sur le terrain par les acteurs, ils ne disposent pas encore de cadre réglementaire formel et juridique. Cette transposition vise plus de transparence dans le processus de la commande publique et une plus grande efficacité de la dépense. Le recours à la maîtrise d'ouvrage public délégué, à l'assistance de maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'œuvre permettra d'accroître la capacité des administrations dépensières, d'assurer la célérité des acquisitions tout en désengorgeant les administrations centrales. Ce recours permettra surtout de promouvoir les métiers relevant de l'ingénierie publique et ainsi de maîtriser les prévisions budgétaires pour les investissements et réduire les risques de défaillance des titulaires de contrats. Réunis pour 4 jours à Grand-Bassam, la direction des marchés publics et les acteurs du système vont élaborer les futurs textes et un projet de décret portant réglementation de la maîtrise d'ouvrages publics délégués. Ils seront ensuite proposés au gouvernement pour adoption. On s'intéresse maintenant au Forum économique ivoiro-guinéen. Et c'est en Guinée-Conakry, à 2 heures de vol d'Abidjan. Une cinquantaine d'opérateurs économiques de Côte d'Ivoire participent à ce forum. L'objectif est de favoriser un partenariat entre les secteurs privés des deux pays. Envoyés spéciaux Jean-Jacques Kwame Alla et Kéré Adama. L'objectif de la mission économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, en Guinée, est de développer les échanges d'affaires entre les entreprises guinéennes et ivoiriennes et de favoriser un partenariat sud-sud pour booster les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, encore très faibles. Le Forum économique ivoiro-guinéen
ouvert ce mercredi, vient concrétiser cette démarche. Une cinquantaine d'opérateurs économiques ivoiriens a effectué le déplacement pour avoir une meilleure connaissance de l'environnement des affaires. Un environnement des affaires en plein essor et qui présente plusieurs opportunités d'investissement. Secteur privé guinéen, je demande à nos partenaires ivoiriens de nous faire bénéficier de leur expérience pour la reconstruction absolument nécessaire de notre tissu économique qui a un très fort potentiel. Ces travaux devraient nous permettre d'identifier les obstacles et formuler des propositions pour une bonne synergie entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes pour des investissements fructueux. Tout le long de ce forum, nous aurons un panel de haut niveau et des ateliers sectoriels. Ce forum sera également l'occasion pour les opérateurs économiques guinéens et ivoiriens de prendre des contacts. Ouvrant les travaux du forum, le Premier ministre guinéen s'est réjoui de la tenue de cette rencontre. Mamadou Youla a insisté sur le partenariat sud-sud pour sortir l'Afrique du sous-développement. La Guinée est un partenaire stratégique d'avenir pour les pays de la sous-région et donc aussi et avant tout pour la Côte d'Ivoire que nous recevons aujourd'hui. Nous devons nous inscrire dans une dynamique de coopération forte. Votre présence ici traduit un désir partagé de voir émerger cette coopération que nous appelons de nos vœux pour constituer un exemple pour la sous-région et pour l'Afrique. Retour en Côte d'Ivoire avec pour destination Bondoukou où des kits ont été remis à 40 femmes qui souffraient avant de fistules appelées communément maladie de la honte. C'est un geste de l'AIBF pour permettre à ces femmes de réaliser des activités génératrices de revenus. Norbert Zeyi et Thérèse Tapeyoboué. Fourneau, sac de riz, machine à coudre, farine, pulvérisateur, casserole, marmite, huile constituent les kits remis par l'AIBF aux ex-femmes porteuses de fistules pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Ces ex-porteuses de fistules obstétricales ont bénéficié auparavant d'une formation en comptabilité simplifiée pour la bonne gestion de leurs activités. Les médecins sont devenus mes dieux. Grâce à eux, je suis guérie. Avant, j'étais rejetée. Aujourd'hui, je ressemble à mes camarades. Je suis contente. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme de travail annuel Fistule, financé par l'Agence internationale de coopération coréenne à travers le Fonds des Nations unies pour la population. Les responsables de l'AIBF ont souligné que la fistule se soigne et se guérit. Occasion pour nous de lancer un appel à toutes les femmes qui sont tapies dans l'ombre, qui ont encore honte de se faire identifier afin de se faire prendre en charge pour que la fistule soit une maladie qui n'existe plus, de laquelle on n'ait plus honte et que nous puissions atteindre 0% de femmes porteuses de fistule dans l'État de Côte d'Ivoire. Au total, 113 femmes ex-porteuses de fistule des régions du Bunkani et du Gontougo ont été installées de 2014 à 2017 dans le cadre du Programme de travail annuel Fistule. Le soleil brille un peu depuis 48 heures à Abidjan, mais n'oubliez pas que nous sommes en saison des pluies. Les constructions de logements sur les sites non autorisés occasionnent en cette saison des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. À Boaké, les autorités administratives sensibilisent les populations sur le sujet. Djeneba Ouattara, commentaire, Amadou Ouattara, Walter. Boaké, capitale de la région du Béké, n'échappe pas au phénomène d'occupation des sites non autorisés. Incursion dans un sous-secteur du quartier Aouyansou, Prikro, où vit Dame Boussenjokone et sa famille. On ne sait pas où il faut aller, les enfants, tout le monde va à l'école. C'est ça, on est venu chercher ce terrain. Sinon, nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. Mais par manque de moyens, on ne sait pas comment il faut faire. Pour prévenir d'éventuelles catastrophes dans ces endroits dangereux, en cas de pluie diluvienne, les autorités locales montent au créneau. Il s'agit d'un grand bas-fond qui est propre à la culture du riz irrigué. Et les gens se sont permis de construire des maisons.
Nous sommes venus signifier à ceux qui sont ici, ils sont dans une zone dangereuse. Koné Aka, préfet de Bouaké, appelle donc à une prise de conscience des occupants de ces lieux à risque. Nous attirons l'attention de tous ceux qui habitent Bouaké. S'ils veulent avoir un terrain pour construire, qu'ils se rendent à la direction régionale de la construction, qu'ils se rendent à la mairie, qu'ils se rendent à la préfecture. On va leur dire comment faire pour avoir un lot. Les autorités locales comptent tout mettre en œuvre pour lutter contre les constructions en zone non autorisée à Bouaké. Première phase, la sensibilisation, et va s'en suivre la répression. Dans le cadre du développement local, Lakota relance sa coopération avec la ville d'Œuvron en France. Le maire actuel d'Œuvron était sur place à Lakota pour signer de nouveaux accords avec la mairie de Lakota. Chantal Eouma à Kandan. Depuis son accession à la mairie de Lakota, Sami Mairie a décidé de réchauffer la coopération de jumelage de près de 50 ans entre sa ville et la ville d'Œuvron en France. De nouveaux accords bilatéraux ont été signés et prennent en compte plusieurs projets, notamment la réhabilitation des sites Œuvron à Lakota et l'arrivée des jeunes Œuvronais en Côte d'Ivoire pour la réalisation des actions culturelles. Autre temps fort, c'est la visite touristique qui a conduit la délégation dans le village de Djeleboué à la découverte des mets et danses du terroir. Mais avant son départ, le maire d'Œuvron, Joël Balandro, a été reçu par plusieurs personnalités. Le maire d'Œuvron a été intronisé par la chefferie traditionnelle de Lakota du nom de Douto Dali avant de recevoir les clés de la ville. Le conseil du district de Yamoussoukro subventionne 36 associations et structures pour soutenir leurs activités génératrices de revenus à hauteur de 108 500 000 francs CFA. Dr Thiam Augustin a invité les bénéficiaires à faire bon usage des fonds pour le développement du district autonome de Yamoussoukro. Reportage Kwadio Kwame. Le district autonome de Yamoussoukro accompagne 36 associations et structures en mettant à leur disposition une subvention de 108 500 000 francs CFA. Le conseil du district a donc pris le pari de contribuer à la réduction des inégalités socio-économiques en soutenant les activités génératrices de revenus qui favorisent le développement du district. Ces subventions, qui se définissent comme une contribution financière allouée à des personnes physiques ou morales, sont destinées à la réalisation de projets ou d'activités d'intérêt général. Docteur Thiam Augustin invite les bénéficiaires à faire bon usage de ces fonds en les utilisant de manière rationnelle. La présidente de l'association des femmes a, au nom des bénéficiaires, remercié le conseil du district pour son appui financier. Un soutien qui permettra de redynamiser leurs activités. Le district autonome de Yamoussoukro a une superficie de 2132 km², une population de 355 573 habitants, 2 départements, Yamoussoukro et Atiéguakro, une commune, 4 sous-préfectures, 59 villages et des campements satellites et 3 principaux organes de gestion. C'est l'actualité en ce moment même en Côte d'Ivoire. Les 8e Jeux de la francophonie avancent à grands pas. C'est dans 8 jours. Après les séries de mobilisation, la prière est importante pour la réussite de ces Jeux. C'est le dernier round, c'est le dernier virage, nous dit Issa Tchona Yeo. Les séances de prière initiées par le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie se poursuivent. Les fidèles chrétiens se sont donné rendez-vous à l'église messianique de Yopougon et à l'église Saint-Uriel de Marcory pour confier ce grand rassemblement francophone à Dieu. Le président du Forum des confessions religieuses, Ediemou Blaise Jacob, s'est aussi réjoui de la mobilisation de tous avant d'appeler la Côte d'Ivoire croyante au dernier rassemblement qui aura lieu à l'espace canal au bois de Marcory le 15 juillet prochain. Tout
toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens, Dieu nous demande de montrer notre amour pour le pays en accueillant tous nos frères qui arrivent pour le jeu de la francophonie. Et entre nous, nous devons faire le foi à cause de Dieu, d'oublier le passé, d'avoir une nouvelle foi d'amour. Nous allons montrer à la Côte d'Ivoire que nous aimons ce pays qui nous a tant donné. Nous allons prouver à Dieu lui-même que nous avons un amour et que ce Dieu-là, il est la meilleure garantie du succès des Jeux de la francophonie. Le vice-gouverneur Mobio Samuel, représentant le ministre Robert Mambé, qui avait à ses côtés Maman Seriba, directeur du comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, et Abi Raoul, maire de Marcory, apprécie l'union des hommes de Dieu pour la réussite de ces Jeux. Pour terminer, l'actualité en France est marquée par la célébration du 14 juillet demain, à la veille du défilé du 14 juillet. Donc, ce jeudi, le président américain pose les pieds en France pour la première fois depuis son élection. Il est l'invité d'honneur du président français Emmanuel Macron pour les commémorations de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Il va aussi assister au traditionnel défilé du 14 juillet, la fête nationale de la République française. Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Sylvie Touré et Michel Digré. Merci de votre fidélité.